un chasseur sachant chasser sans son chien. Alors, j'articule pas très bien et je parle assez vite. Écoute, y a pas de problème. De toute façon, ça a déjà commencé à enregistrer là. Ok. Donc tu seras Cool. déjà. Voilà, je te mets ton petit micro en face de toi. Bien en face du visage. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Adrien Moncoudiol. Adrien, c'est un des fondateurs de Mangrove. Et Mangrove, ça met en avant une nouvelle façon de travailler. Et si on prend la définition sur Internet, c'est un écosystème de marais, le mangrove, Ah oui? sur Wikipédia. Un écosystème de marais. Pourquoi vous avez appelé mangrove? Alors, mangrove... Attends, d'abord, première mangrove, question. ouais. Commençons par la question que tout le monde se pose. C'est quoi mangrove? C'est quoi mangrove? Ça, c'est les questions à laquelle j'ai droit tous les jours. Mangrove, en fait, c'est parti d'un problème qu'on était plusieurs à avoir, plusieurs potes, mais aussi partagé par des gens que je connaissais un peu moins bien, qui était qu'on n'était pas super satisfait parce qu'on avait découvert dans le monde des entreprises classiques, en fait. C'est-à-dire qu'on était plusieurs à avoir rejoint différentes entreprises en CDI. Et on s'est rendu compte que le cadre qu'on nous proposait pour travailler nous convenait pas. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément envie de se concentrer sur le même projet 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, qu'on avait envie de plus de flexibilité dans notre boulot, qu'on avait envie de pouvoir travailler à la fois pour des startups, des grandes entreprises, des ONG, d'avoir plus de liberté sur l'endroit où on voulait bosser, d'avoir plus de liberté sur les compétences également qu'on allait utiliser dans notre emploi. C'est-à-dire, moi, voilà, je fais du course marketing pour des startups, mais je vais aussi fédérer une communauté de data scientists bénévoles qui vont s'engager sur des projets à impact social. C'est des compétences qui n'ont rien à voir, sur deux projets qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas la même finalité, mais c'est deux projets qui sont extrêmement enrichissants pour moi et que je suis super content de pouvoir faire en parallèle, quoi. Parce que tout le monde parle en général du fait qu'il faut focus, qu'il faut se concentrer sur un seul truc, si tu veux vraiment achever des choses importantes dans ta vie. Et du coup, toi, ce que tu nous dis, c'est que tu vas un peu à l'encontre de ça. Finalement, t'as envie de faire beaucoup de choses. Ouais, alors en fait, moi, j'ai toujours aimé faire plusieurs choses, même quand je bossais dans des startups, j'avais souvent des side projects, etc. En fait, je sais pas si ce sera comme ça toute ma vie, parce que effectivement, quand on cherche à avoir un véritable impact, je pense dans la société, c'est important de dépenser toute son énergie, toute sa concentration sur un même projet. Et c'est d'ailleurs ce que je me suis toujours dit, en fait, que dans quelques années, je vais monter ma startup, etc. Et en fait, je me suis rendu compte là, maintenant que j'avais toute la liberté pour le faire, que c'est pas forcément ce dont j'avais envie, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de continuer à pouvoir bosser sur différents projets dans la semaine. J'ai envie de pouvoir continuer à voyager, pouvoir aller 2 mois à Berlin, 2 mois à San Francisco, partir en retraite au Maroc ou au Portugal avec des amis pour bosser dans un cadre plus agréable, etc. Faire du surf en parallèle. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans une phase d'exploration aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est d'apprendre un maximum en rencontrant des personnes passionnantes qui font des métiers très très différents, qui ont des passions très très différentes, et tout ça en voyageant. Donc je sais pas, c'est une phase qui va se clôturer dans quelques années quand je vais me stabiliser dans ma vie, ou si en fait je suis comme ça, je resterai comme ça toute ma life. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup à être dans cette phase d'exploration, et en fait il y avait pas de cadre pour rassembler des gens qui sont dans une phase d'exploration comme ça, en fait. Il y avait pas d'espace organisé, il y avait pas de structure dans laquelle on pouvait travailler en bossant en fait sur différents projets avec quand même une liberté et une indépendance assez forte, sans pour autant être complètement seul comme le sont la plupart des freelances, en fait. Et en fait, Mangrove, c'est parti de là, quoi. Mangrove, on s'est dit qu'on était plusieurs à avoir différentes passions. C'est-à-dire qu'il y a Yanis dans l'équipe qui fait de la data science, mais qui a aussi un site de musique, et qui est aussi passionné de méditation, mindfulness, etc. Il y a Maxime Bourreau qui lui fait des jeux vidéo comme Maki Wars, mais également va faire du product pour des startups et adore faire des vidéos. Qui a envie de voyager, qui est super content quand on tourne à San Francisco à l'automne. Il y a Olivier aussi qui lui avait envie complètement d'être davantage nomade, et c'est quelque chose qui était pas possible dans son agence de social media auparavant. Mathieu Leventis, c'est le dernier membre fondateur. Lui, c'est un passionné de breakdance, passionné de sociologie, qui est également passé par Polytechnique, donc c'est un vrai ingénieur.
capable de faire du code, tout comme de conseiller des entreprises sur du marketing ou du management organisationnel. Et donc, en fait, on est un groupe de jeunes hyper passionnés par les différentes thématiques qui font partie de notre vie, et on n'avait pas envie de les sacrifier au prix d'un focus qui peut-être arrivera un jour, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas ce dont on avait besoin. Et du coup, on est en train de construire une organisation pour accueillir des personnes comme ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient pouvoir être dans une phase d'exploration comme celle-ci. Et du coup, comment ça se traduit de manière donc Mangrove, c'est un écosystème de freelance et de personnes qui sont un peu polyvalentes, quoi. Comment ça se traduit au quotidien dans l'opérationnel? Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites? Yes. Alors en fait, nous n'aime pas trop dire écosystème de freelance parce que en fait le freelance par définition c'est quelqu'un qui est indépendant. Nous en fait on collabore tous les jours ensemble. On est très proches, c'est un peu plutôt comme un cabinet de conseil où en fait chaque employé va avoir son client et avec qui il va bosser au jour le jour sur une durée déterminée. Mais il appartient quand même à une entité plus importante que lui, avec des personnes qui vont être là pour le conseiller, pour l'aider à avancer, pour lui fournir des formations. Et en fait, cette organisation-là lui fournit en fait un cadre social qui lui permet de grandir et de travailler aussi à quelque chose de plus important que sa propre marque personnelle, comme le font les freelances. Et peut-être de pas être seul aussi. Et de pas être seul, bien sûr, d'être entouré de personnes qui partagent des valeurs communes, une ambition commune, tout en faisant partie d'un écosystème dans la tech, parce que c'est notre domaine de prédilection. Et du coup, au jour le jour, ce qui se passe, c'est qu'on va passer 2-3 jours par semaine à bosser pour des startups. On fait des missions. Alors, on va faire des missions d'UX, on va faire des missions de code, on va faire des missions de produits, des missions growth marketing. Ces startups-là, on va bosser parfois avec elles juste une journée, parfois ça va être pendant plusieurs mois. Et en fait, on fait de manière assez indépendante, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est une seule personne de Mangrove qui travaille avec une startup, et il le fait pas au nom de Mangrove, il le fait au nom de son statut d'indépendant. Mais le reste de la semaine, c'est-à-dire 2, 3, 4 jours par semaine, on travaille sur des projets communs. Et du coup, on prépare des retraites où, en gros, on revient tout juste d'une retraite à Lisbonne où pendant 3 semaines, on est parti dans un cadre fantastique. On a invité toute notre communauté de Mangrove Friends, qui sont des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre mindset, mais qui sont pas encore complètement indépendantes, soit parce qu'ils sont entrepreneurs en train de monter leur boîte, soit parce qu'ils sont employés de start-up. Mais on les a invités à nous rejoindre et à découvrir en fait la manière dont on bossait. C'était hyper enrichissant, quoi. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces gens? Ces gens, je pense qu'ils viennent rechercher une approche du travail, une approche de la vie même un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont une partie de notre génération, et pas seulement la manière dont on envisage en fait notre emploi a vachement changé par rapport à ce qui existait auparavant. C'est-à-dire que nous, c'est plus seulement un moyen de gagner notre vie, quoi. C'est presque devenu secondaire en fait le fait de gagner sa vie. Aujourd'hui, notre emploi, notre métier, l'énergie qu'on dépense tous les jours, elle doit aller dans le sens de l'impact qu'on a envie d'avoir sur la société, je pense. Pourquoi c'est devenu secondaire le fait de gagner sa vie? Enfin, comment ça se fait? Je pense que c'est l'évolution de la société, avec peut-être davantage de possibilités aujourd'hui. Ça veut dire que je pense que ceux qui arrivaient sur le marché de l'emploi il y a 40 ans, ou il y a 20, 30 ans comme nos parents, ils avaient un champ des possibles plus réduit que le nôtre, parce que technologiquement, en fait, l'économie était pas prête à donner la possibilité aux gens de travailler à distance de manière massive comme aujourd'hui. L'économie n'était pas prête pour permettre une telle mobilité aussi au niveau de l'endroit où bosser. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, enfin toutes les écoles désormais s'ouvrent vachement à l'étranger. Il y a l'internationalisation qui est très forte, le travail en remote qui s'est vachement du coup accentué aussi. Il y a tout ce mouvement des digital nomades qui décident d'aller bosser à distance depuis des îles à Bali ou en Thaïlande. Plutôt que les ressources qui sont aussi disponibles gratuitement sur Internet quand on veut apprendre à faire quelque chose, se spécialiser, apprendre un métier.
Ouais, également en fait, c'est vrai que l'émergence de la tech, elle permet maintenant à des mecs d'apprendre à coder, à faire du design depuis leur cave quoi, sans avoir besoin d'aucun diplôme. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup moins restreint par sa condition initiale d'arriver dans la vie quoi. Donc, est-ce que Mangrove a eu pas mal de succès, j'ai l'impression, auprès des gens. Moi, j'étais venu à votre soirée de lancement et je sais qu'il y avait beaucoup de monde. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que vous sentez un engouement autour du projet, même parce qu'il y a des gens qui comprennent pas encore très bien ce que c'est, mais on sent que les gens sont attirés quand même. En fait, effectivement, les gens comprennent pas très bien ce que c'est, mais je pense qu'ils sont attirés par le message qu'on propose. Et ils sont curieux de voir comment est-ce qu'on va réussir à porter ce message dans les faits. Il y a eu beaucoup de monde à notre événement de lancement. Tous les mois, on a des apéros qui accueillent à chaque fois plus de 100 personnes. Alors que le projet est très jeune, donc c'est hyper encourageant. En fait, le message qu'on porte, c'est qu'il y a une autre manière d'approcher sa carrière qui est possible. C'est-à-dire ce qu'il y a écrit sur le site de Mangrove, c'est It's possible. C'est possible aujourd'hui de vivre très correctement d'un point de vue financier, tout en travaillant à la fois pour des startups, des ONG, des grosses boîtes, en se permettant d'aller faire des retraites au bord de la mer à Lisbonne pendant 3 semaines, en se permettant d'aller vivre 2-3 mois à San Francisco, comme on va le faire à l'automne. En fait, tu penses que c'est possible pour tout le monde, enfin que c'est une évolution vers laquelle tout le monde s'oriente? Alors, je pense que c'est une évolution de fond qui touche la société. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible surtout dans les métiers de la tech, parce que en fait, nos clients, les gens qui nous permettent de vivre ainsi, sont pour la plupart des startups qui du coup en fait par nature sont plus en avance sur la manière de collaborer, les manières de bosser, les nouveaux outils, etc. Je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui sera de plus en plus possible. Nous, on parle souvent de ce modèle de l'entreprise de squelette, c'est-à-dire que un exemple, c'est Hyperloop, qui donc ce nouveau train qui va relier San Francisco à Los Angeles en 35 minutes à 1200 km/h. De Elon Musk. Qui a été initié par Elon Musk, ouais. Hyperloop, ils ont 130 employés à plein temps et 520 employés à temps partiel. Et parmi ces 520 employés à temps partiel, il y a des employés de la NASA, des employés de Boeing, des employés d'Airbus, des étudiants dans des universités, etc., qui bossent en fait sur leur temps libre contre des parts dans Hyperloop. Et en fait, Hyperloop aurait jamais pu avoir accès à autant de cerveaux passionnés s'ils avaient exigé de ces employés-là qui travaillent dans les bureaux d'Hyperloop 5 jours par semaine à plein temps, etc. Et donc moi je pense que naturellement en fait, si les entreprises veulent s'offrir les services de personnes extrêmement passionnées, elles vont devoir évoluer d'un point de vue organisationnel. Et ça va prendre du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer dans la tech. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer à terme dans l'ensemble des entreprises. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de moins en moins de carrières où tu gardes le même job pendant toute une carrière. De plus en plus de gens qui deviennent des freelances et qui se spécialisent. Et comme Boris, j'étais avec Boris du Wagon tout à l'heure et qui me disait que maintenant, même quand ils essayent de recruter des types en CDI, les types leur demandent s'ils peuvent commencer en freelance en fait. Ouais, bah en fait, c'est devenu un moyen de tester aussi la culture de la boîte qu'on va rejoindre, quoi. C'est ça, il y a un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement dans la relation entre l'employé et l'employeur. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment l'impression que l'employé devait être reconnaissant envers l'entreprise de l'embaucher, qu'il y a de plus en plus une transformation où c'est vraiment l'entreprise qui cherche à choper les meilleurs employés, quoi. Ouais, alors faut faire un peu gaffe aussi, faut faire un peu gaffe aussi. Ça c'est le luxe que peuvent s'offrir peut-être moins d'1% de la population qui a des compétences vraiment recherchées dans la tech. Donc effectivement dans le petit monde des startups parisiens, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer sur le fond et sur le long terme dans la société, parce que là par exemple il y a des études qui montrent qu'il y a plus de la moitié de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, qui voudront être leur propre boss dans leur carrière. Et tu penses que c'est possible, ça? Que tout le monde devienne son propre boss? Je pense que c'est possible. Je pense que le fait d'être son propre boss, en fait, ce que ça veut dire, c'est déjà être beaucoup plus indépendant, libre dans ses choix. Et donc, en fait, sans forcément monter sa boîte, les entreprises vont devoir en tout cas évoluer d'un point de vue organisationnel pour donner la possibilité à des profils comme ceux-là de travailler chez elles, quoi. Et en fait, je pense que c'est même extrêmement positif comme signe, parce que bon, déjà ça montre que la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi a envie d'impacter la société, l'entrepreneuriat, peut-être être son propre boss, aussi être responsable de ce qu'on construit, et je pense que c'est extrêmement sain. Et c'est extrêmement sain aussi d'un point de vue économique, dans le sens
où de plus en plus, avec l'automatisation, si tu veux, de plus en plus de métiers, on va devoir se montrer extrêmement agile sur nos compétences. Et le fait d'être indépendant, ça nous donne la liberté de se former continuellement en fait aux nouvelles techno. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, en tant que gros marketeur, il y a 3 ans, je faisais certains trucs pour des startups qu'aujourd'hui se font en fait en quelques secondes grâce à des nouveaux outils qui ont été développés. Et donc mon rôle, c'est de m'adapter en fait à ces nouveaux outils-là. Donc en quelque sorte, je suis dépendant aussi de l'évolution technologique qui a lieu dans mon métier. Et si jamais j'étais employé dans une entreprise, employé dans une startup, je pense pas que j'aurais la liberté de me former continuellement et de rester continuellement au top niveau, parce que en fait c'est pas cette pression-là qu'on ressent quand on est employé. On a des comptes à rendre à d'autres personnes. Quand on est freelance, si on veut trouver des clients, si on veut vivre correctement, on a besoin d'être continuellement au niveau. Et c'est ça qui me passionne en fait, c'est parce que ça me maintient vachement éveillé. Et alors du coup, comment ça se passe? Comment tu fais pour rester continuellement au niveau et pas prendre du retard finalement et plus être pertinent? Je dirais 3 choses. Je lis beaucoup ce qui se passe, des témoignages, des études de cas de startups, notamment dans la Silicon Valley, sur mathématiques du gross marketing. Je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gross marketeurs pour comprendre en fait eux comment est-ce qu'ils approchent leurs problématiques. D'ailleurs, cet été, on organise à Berlin une nomade education, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, les gens vont se former entre eux sur ces nouvelles compétences, ils vont se partager leur expérience, etc. Parce qu'on est sur des domaines très nouveaux, et donc en fait le meilleur moyen d'apprendre, c'est aussi de suivre ce que font ses pairs. Ça, c'est dans le cadre de Mangrove, ça. C'est dans le cadre de Mangrove. La Nomad Education, c'est un programme qu'on fait avec Mangrove. Et c'est que pour les membres de Mangrove? Non, justement, non, pas du tout. Non. Il y aura les membres de Mangrove, et l'idée, c'est aussi d'inviter d'autres freelanceurs qui partagent notre état d'esprit et qui ont envie d'apprendre de leur pairs cet été. Et la troisième manière dont j'apprends aussi beaucoup, et je pense que c'est la principale, c'est à travers mes propres projets, quoi. L'idée, c'est, je fais des side projects et j'expérimente, je teste des nouveaux outils, je teste des nouvelles méthodologies, etc. Et alors, c'est quoi tu peux nous parler de tes side projects en ce moment? Alors, mes side projects, aujourd'hui, en fait, dans le sens, j'ai plus vraiment de side projects, j'ai beaucoup de projets, différents dans la semaine. Tu trouves le temps pour faire tous ces trucs? ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Je travaille beaucoup. En fait, si tu veux, il y a Data for Good, qui est la communauté data scientist bénévole que je coordonne et qui en fait s'engage sur des projets à impact social. Et en fait, après, il y a les projets internes à Mangrove, si tu veux, et les projets avec mes clients. Ça veut dire que... Parce qu'on a l'impression quand on visite le site de Mangrove, par exemple, que ce que vous nous présentez, c'est qu'on va beaucoup moins travailler, alors qu'en fait, on a l'impression que vous travaillez beaucoup, tous. On travaille tous beaucoup. Non, l'objectif, c'est pas du tout de moins travailler, parce qu'en fait, on est passionné par notre métier, quoi. Moi, en fait, je travaille énormément. Je travaille 5 heures par semaine, mais je suis super content, en fait, de travailler dans ce cadre. Je travaille avec des gens brillants que j'admire. Je travaille sur des projets qui, pour moi, sont hyper intéressants, des projets qui font avancer la société aussi, et donc je suis super content de pouvoir dépenser mon énergie dans ce cadre-là, quoi. Au contraire, quoi, c'est un plaisir. Ok. En fait, du coup, c'est presque comme si c'était pas du travail, c'est ça? Le travail qu'on adore, est-ce que c'est vraiment du travail? Ouais, c'est la question. Et du coup, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au freelance, je rencontre assez souvent. Il y a un moment où tu as décidé de quitter tes jobs fixes et de devenir freelance. Et à ce moment-là, comment tu prends la décision de faire ça? Comment tu commences? Est-ce que tu avais déjà des clients? C'est quoi le kit du débutant? En fait, ça s'est fait de manière vachement progressive. C'est-à-dire qu'il y avait une thématique qui m'intéressait beaucoup, c'était le growth hacking. C'était un énorme buzz à San Francisco quand je bossais là-bas en 2013. Je m'étais vachement renseigné là-dessus. Et en fait, je bossais dans une startup qui était exactement dans ce domaine-là. Après, j'ai rejoint une autre startup où mon rôle, c'était de faire croître la base d'utilisateurs. Et du coup, en fait, c'est comme c'était une startup qui avait pas mal d'argent, qui était un peu en vue à San Francisco. J'ai eu la chance d'être entouré de mentors exceptionnels qui ont pu m'aider là-dessus, et j'ai beaucoup appris comme ça. Je suis allé énormément de meet-up, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à accumuler des connaissances sur ce sujet. Et on m'a naturellement proposé de commencer à en parler en fait dans des formations. C'est-à-dire que
moi, du coup, je rencontrais énormément de gens qui faisaient ça, on échangeait beaucoup, et l'un d'eux avait lancé une formation de growth hacking à San Francisco, il m'a dit une journée, ok, est-ce que tu pourrais venir parler ce soir pendant 2 heures de ce que tu fais pour ta startup Goodco? J'ai préparé une présentation, j'ai fait ça s'est vachement bien passé, et on m'a reproposé plusieurs fois, puis après je suis arrivé en France, on m'a également proposé de donner des talks, parce que c'était une compétence qui m'intéressait beaucoup. Du coup, j'écrivais beaucoup dessus. Je partageais mes connaissances sur la thématique. Donc, en fait, petit à petit, j'ai construit ma marque sur ce sujet. Et au bout d'un moment, les gens comprenaient que j'étais expert sur ce domaine et ont commencé à vouloir travailler avec moi. Et du coup, au début, je prenais des cafés. Puis au bout d'un moment, j'avais plus le temps de pouvoir prendre des cafés avec différents entrepreneurs comme ça. Et j'ai commencé à facturer ces rencontres. Et petit à petit, en fait, on se lance dans le freelance en disant, voilà, bah écoute, moi, j'ai pas trop le temps. En revanche, voilà, si tu veux, on prend 3 heures. Et du coup, tu me payes tant et pendant 3 heures, je vais essayer de t'aider sur ta stratégie. Et en fait, c'est comme ça qu'on se lance. Donc ça commence finalement en rendant des services à des gens, plutôt de manière informelle, et ça se termine par, tu finis par facturer parce que t'as plus beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent. Exactement, ouais. Donc exactement. si jamais... Ça partait vraiment d'une passion quand même, pour la thématique, une passion qui faisait que j'en parlais autour de moi et que naturellement, on allait me demander du coup de l'aide sur cette thématique-là. Ouais. Imagine que je travaille dans une start-up ou dans une entreprise, je suis en CDI, mais j'en ai un peu marre, j'aimerais bien devenir freelance, moi aussi j'aimerais bien faire comme Adrien. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je commence? Tu commences par rencontrer des freelances qui partagent ton expertise en fait. Tu souscris à la newsletter Mangrove. Non. Si tu viens au monthly meeting qu'on organise tous les mois, comme le nom l'indique, tu rencontreras plein de freelances et du coup potentiellement des gens qui sont sur ton expertise. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de demander à ses amis ou de chercher sur internet des gens qui sont freelance en UX design, en product, en dev, en grosse marketing, en social media, et de leur proposer de prendre un café avec eux, quoi. Il y en a peut-être 1 sur 2 qui répondra positivement, et en fait petit à petit tu vas comprendre en fait comment ça marche et comment est-ce que toi tu peux te positionner sur le marché de l'emploi avec cette compétence-là en tant que freelance. Et du coup peut-être commencer à construire sa marque déjà, à écrire des trucs, à partager du contenu sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime. Ouais, alors ça c'est aussi ce que je conseille de faire si jamais les gens aiment faire ça. C'est-à-dire que si ça t'intéresse de partager tes connaissances, c'est génial parce que les gens en fait vont servir de ce contenu-là comme référence et pour comprendre un petit peu tes compétences sans avoir à te rencontrer directement. Et par exemple, c'est ce que j'avais conseillé à Maxime qui lui se lançait en product manager. Donc Maxime, Maxime Moreau, mon associé, un de mes 4 associés dans Mangrove, qui avait pas vraiment fait de freelance en tant que product manager auparavant. Il a fait un SlideShare sur le product management qui a beaucoup buzzé. Et il y a les premiers clients en fait qui sont arrivés via son contenu. Mais aussi je pense que lui c'est quelque chose qu'il aime naturellement, c'est de mettre en avant, si tu veux, mettre en avant ses connaissances de manière relativement agréable, ce qui a permis à ces slides d'être beaucoup partagés. C'est aussi une option carrément envisageable. Donc, finalement, j'ai l'impression, c'est trouver ce qu'on aime, c'est ça? Ouais, alors comment on fait alors? Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils aiment, si tu fais un métier relativement proche de ce qui pourrait être fait en freelance, l'idée c'est de comprendre en fait comment valoriser ses compétences sur le marché de l'emploi en tant que freelance. Ou des étudiants qui sont, étudiants qui sont à l'université ou à l'école et qui sont encore dans des formations assez généralistes et qui aimeraient bien devenir freelance mais qui se demandent vraiment comment ils vont pouvoir trouver leur place. Comment est-ce que toi tu conseillerais de faire pour trouver des choses qui nous intéressent? Ouais. Trouver sa passion. Pas forcément trouver sa passion, parce que je crois pas trop à l'idée d'une passion, tu vois. Je pense qu'on peut être intéressé par plein de choses. Mais il y a vraiment, je pense, c'est assez difficile de trouver des choses qui nous intéressent vraiment. Moi je pense qu'il faut être curieux, quoi. Faut rencontrer quand t'es un peu si tu veux, quand t'es un peu perdu sur ce que tu aimerais concrètement faire pour des entreprises, comment est-ce que tu souhaites t'insérer dans l'économie. Je pense qu'il faut rencontrer un maximum de gens et commencer petit à petit en fait à définir son projet professionnel. En fait moi c'est comme ça que j'ai fait vachement naturellement, c'est en rencontrant des gens, en fait en prenant des cafés et petit à petit en fait les choses s'éclaircissent. Donc rencontrer des gens, faut sortir de sa chambre. De sa chambre de campus. Sortir de sa chambre de campus, aller à des meet-up,
trouver des gens qui font des trucs qui nous plaisent et les rencontrer juste pour voir. Il y a des comment ils ont meet-up fait, que quoi. t'aimes bien à Paris, auxquels tu vas, ou à part les meet-up que t'organises de Mangrove, bien sûr. Alors quand je me suis lancé dans l'écosystème des startups en 2011, j'allais pas mal aux apéros entrepreneurs. Donc dès 2011, tu savais que t'étais intéressé par les startups, Ouais. par la tech. Ouais, moi je suis Comment ça se fait? vachement intéressé par l'entrepreneuriat en fait de base quoi. Et Ça- la tech en fait c'est Ça devenait d'où cet intérêt pour l'entrepreneuriat? je sais pas, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, je pense depuis longtemps, c'est-à-dire enfin en fait quand je regarde derrière moi, j'ai toujours quand j'étais gosse monté des petits projets, essayer de gagner de l'argent comme ça. Stand de limonade. À classique, ouais, moi stand de limonade, moi j'organisais des spectacles avec toute ma famille pendant les vacances et ils payaient 5 € à l'entrée comme ça on allait acheter des bonbons après quoi. Et ouais, j'ai fait plein de trucs comme ça, j'étais passionné de skate, des mini skates et du coup j'avais fait des skateparks que après je louais à des potes. J'étais pas mal, j'ai toujours eu cette démarche je pense entrepreneuriale depuis que je suis tout petit. Pour se revenir au meet-up, du coup. Et pour les meet-up, Putain, la digression totale. pour les meet-up, en fait voilà, moi j'ai commencé avec souvent les apéros entrepreneurs ou les conférences tech. C'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens. Et en fait une fois qu'on commence à rencontrer des gens, moi pour moi le mieux c'est de prendre des cafés en one-on-one pendant. Donc j'envoie un mail à quelqu'un, je lui dis est-ce qu'on peut prendre un café ensemble Ouais voilà, ouais, genre j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu serais dispo pour un café prochainement et ouais, c'est comme ça. Tu trouves qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là, au niveau de la facilité d'accès aux gens entre San Francisco et Paris? Alors j'entends beaucoup ça. Parce que voilà, c'est parce qu'on entend beaucoup ça. ça. Ouais, on entend beaucoup ça. Je sais pas, moi je trouve quand même que dans l'écosystème parisien, il y a beaucoup de mecs hyper ouverts. C'est ça qui est cool c'est ça que j'adore dans l'écosystème des startups, c'est qu'en général les gens sont assez ouverts à la rencontre, à la discussion, au partage quoi. Donc non, je pense pas. Je pense que ça marche aussi bien à Paris, quoi. Et toi, t'as fait une école de commerce, t'as fait le SCP, et t'étais intéressé par la tech, et du coup, t'as trouvé ta place dans la tech. Et il y a pas mal de gens d'école de commerce qui sont intéressés par la tech, mais qui se demandent comment ils vont, trouver un peu leur place dans les startups technologiques, etc. Ouais. Et donc, les conseils que j'aurais. Ouais. Toi, je sais que t'avais fait le wagon pour apprendre à coder. Est-ce que c'est un truc qui t'a servi, ça? Le wagon, ça m'a vachement servi, mais je l'ai fait tardivement, en fait. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé, quoi. Alors aujourd'hui, je pense que c'est clairement une option, parce que le wagon est vachement bien intégré à l'écosystème startup parisien et on rencontre énormément de gens qui peuvent ensuite nous aider dans cette voie. Moi, les vrais déclics, c'était des participations à des startup week-ends. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui à Paris. C'est vrai que pendant, en fait, 2-3 jours, tu t'enfermes avec des personnes qui ont ton âge et qui ont la même passion que toi, qui débutent également là-dedans pour développer un projet si tu veux et donner le max, et du coup tu travailles avec des développeurs, des designers. Moi j'ai mon background business et du coup j'étais un peu au milieu de tout ça et j'essayais je travaillais plus du coup sur du project management, on va dire, du marketing, mais c'était hyper enrichissant quoi. Moi mes tout premiers potes de l'écosystème startup parisien, ils viennent des startup week-ends auxquels j'ai participé, et à chaque fois j'en ai fait 2, et à chaque fois on a développé une app qu'on a continué par la suite. D'ailleurs, le tout premier auquel j'ai participé, l'app existe encore aujourd'hui. C'est une startup qui existe, Tractel, ah mais c'est le truc de musique. C'est le truc de musique, ouais. Des musiques en soirée, non? Ouais, voilà, c'est les playlists collaboratives. Donc c'est vous qui avez créé ça? Moi j'ai bossé dessus 3 jours si tu veux, le temps d'un week-end. Okay. Mais on était 5-6 dans l'équipe. D'ailleurs, il y avait également Mathieu Léventis qui fait aujourd'hui partie de Mangrove dans cette petite équipe. Le monde est petit. Et parmi ces 5-6, il y en a 2 encore aujourd'hui qui travaillent dessus et qui montent un business, quoi. Donc toi, quand t'es entré à l'ESCP, tu savais déjà, c'était clair pour toi que t'allais bosser dans les startups ou dans l'entrepreneuriat ou dans la tech? Moi, je suis entré à l'ESCP en disant que je voulais monter une entreprise sociale internationale. Pourquoi sociale? Social parce que ça m'intéressait de développer un business qui soit pas uniquement à visée lucrative, mais qui prenait également en compte l'impact que ce business allait avoir sur la société. Voilà. C'est toujours quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire que moi la vision elle vient du cœur et de ce que tu as envie de construire dans la société, et l'outil c'est la tech, parce que c'est ça qui te permet de développer des projets à grande échelle aujourd'hui. Ouais. Okay. Et tu penses qu'on peut pas amener un impact positif à la société avec des trucs lucratifs dès le départ? Moi par exemple tout à l'heure j'ai écouté, exemple complètement pourri, mais j'ai écouté Spotify.
Et Ouais. je le paye, mais je trouve ça hyper cool. Comme Non, bien impact, sûr. Non, mais je pense, oui, non, Mais c'est pas la même. pour moi, non, alors pour moi, je suis pas du tout en mode, ça c'est une entreprise sociale, ça c'est pas une entreprise sociale, je m'en fous complètement de ce débat, je pense qu'il est vraiment con. En revanche, je suis sûr que le mec qui a monté Spotify, c'est un passionné de zik, qui avait envie de rendre la zik plus accessible, en fait, aujourd'hui, à un tarif moindre, tout en rémunérant les artistes, quoi. Ouais. Je pense, enfin, en gros, je suis convaincu que c'est des projets qui viennent du cœur, qui réussissent parce que c'est tellement, aujourd'hui, tellement difficile de monter une startup que si c'est pas quelque chose, que tu portes au fond de toi, C'est plus difficile qu'avant, tu ouais. penses Non, je pense que monter une startup, Ça a toujours été ça a toujours été compliqué. Il y a eu des phases. Donc en gros, il faut faire ce qu'on aime, quoi. Il faut pas monter une boîte parce que Il on faut a vu une faire ce opportunité. qu'on aime, ouais. Enfin, moi, clairement, quoi. En fait, et c'est un peu le reproche que j'ai aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat français. Si j'en ai un, c'est tous ces mecs qui montent des projets pour monter des projets, quoi. Moi, et j'en faisais clairement partie, en fait. Moi, j'étais toujours là, moi, je veux monter une startup, mais j'ai plein d'idées, mais je sais pas encore sur quel projet je vais aller. Et en fait, je pense que c'est une erreur, parce que si tu montes un projet pour monter une startup et pour être dans la trend, en fait, dès que tu auras des grosses difficultés, etc., le truc tombera à l'eau. Si tu montes un projet parce que t'as une foi importante en toi que ce projet, c'est ce que tu as envie de porter dans la société, c'est ça que tu as envie de construire, et tu seras prêt à passer 10 ans à galérer pour développer ce projet-là, mais tu vas aller beaucoup plus loin. J'en suis convaincu. Et bah c'est aujourd'hui ce qui se passe avec Mangrove, c'est pour ça que je suis super content. Parce que moi j'ai une liste Evernote où il doit y avoir je sais pas 500 idées de projets différentes. À chaque fois elle restait une semaine, 2 semaines maximum dans ma tête, après ça passait. Et Mangrove en fait c'était le premier projet où je me dis mais putain, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Pourquoi c'est évident? Qu'est-ce que tu trouves de gratifiant, toi, dans Mangrove? Parce qu'en fait, déjà, je pense que c'est quelque chose dont la société, ou une partie de la société a vachement besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'espace d'exploration dont je te parlais. Une alternative, un peu. Une alternative aux carrières classiques. Je pense que en fait, c'est un besoin qui existe dans la société aujourd'hui. Donc, et j'en suis convaincu qu'il faut un espace d'exploration avec plus de liberté, la possibilité de travailler sur différents projets, d'être beaucoup plus mobile, etc. Je dis pas que on doit vivre toute notre carrière comme ça, mais je dis que cet espace doit exister, et je suis super content de contribuer à sa création. Et ensuite, d'un point de vue personnel, moi c'est juste le projet parfait pour moi, parce que moi j'ai toujours été passionné par la construction de communauté. J'ai toujours voulu travailler sur différents projets dans ma vie, et avoir une mobilité forte, et là, en fait je suis en train de construire l'organisation qui permet de faire ça, quoi. Donc Et ça inquiète pas tes parents que tu sois non, j'ai de la chance, mes parents ils me font pas mal confiance là-dessus, donc c'est cool. Et alors, si je suis prenons mon exemple, pourquoi je devrais rentrer dans Mangrove, par exemple? Comment savoir si je dois rentrer dans Mangrove ou pas? Si déjà tu te poses la question, c'est que le message t'interpelle. En fait, on n'a pas non plus envie de chercher à convaincre les gens à rentrer dans Mangrove, tu vois. Genre, c'est pas l'objectif. On pense pas que toute la société doit rejoindre Mangrove, tout ça. Moi, je pense que si tu te dis que t'aimerais peut-être travailler un peu différemment, et que ce dont on te parle, c'est-à-dire que une organisation sans hiérarchie, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de confiance, beaucoup de collaboration en interne, où en fait l'objectif de l'organisation c'est l'épanouissement de ses membres. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, et si ça t'intéresse également de travailler sur différents projets, d'être beaucoup plus mobile et de pas uniquement avoir un job qui t'apporte de l'argent à la fin du mois, viens nous rencontrer, quoi. Et c'est le meilleur moyen, c'est d'en discuter et de voir si en fait on a un bon fit au niveau du mindset et des valeurs. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1, c'est pas de rassembler des gens ultra qualifiés. Les compétences c'est important, mais c'est pas le plus important. Ce qu'on recherche surtout, c'est de rassembler des gens qui partagent notre état d'esprit et qui vont construire avec nous cette nouvelle organisation. Donc pour l'instant vous êtes 5 membres, 5 vrais membres, et puis il y a toute une communauté de Mangrove Friends autour. Ouais. Alors c'est quoi cette communauté de Friends, en fait? En fait, ouais, effectivement, on est 5 membres, et on sera bientôt plus. On voulait pas grossir trop vite, parce qu'on avait besoin de mettre sur le papier vraiment une sorte de constitution interne sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on aimerait le faire. Ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, mais au moins
on avait besoin que les prochains membres adhèrent en fait à ce projet, et on avait besoin du coup de formuler très clairement le projet. Et c'est un travail qui a pris un peu de temps. Une sorte de manifeste. Une sorte de manifeste. Manifeste. Alors le manifeste, il existe déjà, il est sur le site. Non, c'est plus des règles en fait, des règles et une vision quoi. Voilà. On a envie de construire ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de règles? Ouais, des exemples de règles, c'est par exemple comment est-ce qu'on intègre un nouveau membre dans Mangrove quoi. En fait, comment ça marche, qui doit accepter, etc. Et comment fonctionne ce process-là. Tu vois, c'est hyper hyper concret en fait, mais on a quand même besoin de le formuler pour que ça se passe bien. Et donc en fait, on avait besoin de ça avant d'intégrer une nouvelle personne. Et du coup, étant donné l'intérêt qu'il y avait autour de notre projet, on s'est dit mais on peut pas fermer la porte à tous ces gens-là. C'est des gens géniaux qu'on aime beaucoup, qui font des trucs qui nous passionnent. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour les intégrer à notre projet également? Et du coup, on a construit cette communauté de Mangrove Friends. Aujourd'hui, il y a environ 50 personnes. C'est des personnes qui partagent notre état d'esprit, qui sont également dans la tech. Mais qui sont pas encore engagés dans Mangrove, parce que mine de rien, Mangrove, quand on fait partie, ça demande un investissement relativement important. Ils sont pas engagés dans Mangrove, soit parce que peut-être qu'ils le seront bientôt, c'est une sorte de SaaS où on apprend à mieux connaître les gens, ou soit aussi parce que ils sont fondateurs de leur startup, ou ils sont employés dans une startup et ils sont contents d'avoir cette stabilité-là. Et donc c'est pas encore fait pour eux aujourd'hui. Et donc comment vous allez procéder maintenant pour, comme tu dis que vous allez étendre la team fondatrice un peu, les vrais membres quoi. Ouais. Comment vous allez procéder pour recruter? Vous faites passer des entretiens? Non, on fait pas passer des entretiens. Vous avez des profils un peu de... On a certains critères en tête, et en fait c'est-à-dire que c'est principalement trois choses en fait, les critères. C'est-à-dire que c'est des personnes qui partagent nos valeurs et notre état d'esprit. C'est des personnes qui ont des compétences dans l'écosystème des startups. C'est-à-dire quand on dit la tech, des compétences tech, on parle pas uniquement de développeurs, mais aussi des personnes qui font du social media, qui font du marketing, qui font du copywriting pour des startups, etc. Juste des gens qui en fait partagent cette culture commune du monde des startups. Et le troisième élément, c'est des personnes qui ont du temps et la volonté de s'impliquer dans la construction du projet. C'est-à-dire que c'est pas simplement un collectif de freelance avec un chat commun où on va faire des blagues pour se sentir moins seul. On demande vraiment d'investissement et une implication dans l'organisation des retraites et des formations, dans la construction des bots internes, des Slack bots qui nous permettent de nous organiser au quotidien, etc. De tous les projets internes à Mangrove en fait. Est-ce que Mangrove en tant qu'entité va faire de l'argent un jour, ou est-ce que c'est juste une association et ce sont ses membres à l'intérieur qui facturent, font leur petite vie économique un peu individuelle? Ça, honnêtement, il y a plein de possibilités. On sait pas encore exactement d'un point de vue juridique comment ça va se manifester, parce que c'est un modèle qui est très nouveau. C'est un peu la difficulté. Aujourd'hui, on a tous nos statuts d'indépendants. Et Mangrove... Tous auto-entrepreneurs. Tous auto-entrepreneurs ou en EIRL. Okay. Parce que les pour ceux qui font du bif, c'est ça? Pour ceux qui font un max de bif, le plafond entre auto-entrepreneurs est un peu chiant. Et donc pour la structure juridique, on va voir en fait, ça va dépendre aussi de la manière. Est-ce que les projets qu'on développe en interne génèrent suffisamment d'argent pour justifier une structure de business, ou est-ce que le modèle associatif peut bien fonctionner dans les 6-12 prochains mois? On va voir. Alors justement, pour cette histoire de management de flat, du fait qu'il y ait une absence de hiérarchie, tu penses pas que ça va créer des problèmes lorsque vous allez étendre l'équipe, si en plus vous avez tendance à ajouter des personnes à forte personnalité, avec un vrai caractère? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va se demander qui est le boss chez Mangrove? Il va pas falloir qu'il y ait un management quoi qu'il arrive? Alors en fait, il y aura jamais de boss de Mangrove, ça c'est une certitude, c'est ce qu'on essaie de construire, donc ça fait partie de nos valeurs fondatrices. On va pas chercher on va mettre en place en tout cas des mécanismes qui nous empêchent que ça arrive. En fait, du coup, par exemple, il y a aucune cristallisation au niveau des rôles, c'est-à-dire que il y a des leaders sur des projets, par exemple l'organisation de la retraite. Il y a quelqu'un qui va être en lead sur cette retraite-là. En revanche, il sera pas le lead sur la prochaine retraite, parce que on n'a pas envie que maintenant il y ait un lead de toutes les retraites. C'est comme ça c'est comme ça qu'on empêche l'organisation de se cristalliser, de se rigidifier. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Mangrove, parce que c'est un modèle organique. Et en fait, tu vas être le lead sur la retraite cette fois-ci. Désormais, une fois que la retraite est passée, tu vas t'occuper du développement d'un Slack bot en interne, ou tu vas t'occuper du développement de contenu qui représente la vision de Mangrove, etc. Et en fait, c'est extrêmement
extrêmement agile et flexible comme organisation. Et pour empêcher, si tu veux, qu'il y ait des leaders qui émergent. En fait, on n'est pas anti-leader, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont naturellement tendance à entraîner des personnes sur un projet, et c'est très bien et c'est très sain. Le seul problème qu'on aurait là-dessus, c'est à partir du moment où le leader ne respecte plus la charte interne de Mangrove, et il va chercher à imposer son autorité sans respecter, si tu veux, l'avis des autres. Et de manière trop autoritaire, en fait, et c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, par exemple, on n'a pas le droit d'interférer dans l'organisation d'un événement ou d'un projet où on n'est pas lead. Et ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple, de solliciter un des membres, enfin le membre qui était responsable d'un événement en question, de lui dire ok, t'en es où là-dessus. Et en fait, c'était pas du tout mon rôle de faire ça. Moi, je le fais parce que malheureusement, j'ai pris l'habitude de manager des gens comme ça de par mes projets précédents, mais ça pose problème dans le sens où si je fais ça continuellement, si tu veux, la personne la personne lead du projet que je vais interrompre, si tu veux, dans son process, elle va progressivement se déresponsabiliser. Or, on est dans une logique complètement inverse qui est de laisser les membres faire leurs erreurs, donner énormément de confiance, si tu veux, aux personnes qui dirigent des projets, et c'est à eux de gérer ce projet-là par eux-mêmes. Ils peuvent venir en aide, ils peuvent demander de l'aide à la communauté s'ils en sentent le besoin, c'est même leur responsabilité d'exprimer des besoins pour que le projet se mène à bien. Mais en tout cas, c'est pas à moi, c'est à aucun membre de Mangrove de venir s'inquiéter du développement d'un projet ainsi. Et tu t'envoies, comment tu vois Mangrove dans les 3-5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais en faire en fait? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Mangrove dans 5 ans, on a l'objectif d'avoir 1000 membres. 1000 vrais membres? 1000 vrais membres, ouais. Okay. 1000 vrais membres. Dans 5 ans? Dans 5 ans, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur un rythme de croissance de 3 on veut multiplier le nombre de membres par 3 chaque année. Et on pense que c'est possible parce qu'on est extrêmement décentralisé, en fait. C'est-à-dire que progressivement, si tu veux, il y a des communautés internes à Mangrove qui vont se former en fonction de certaines compétences, en fonction de certaines localisations, etc., qui vont en fait croître de manière organique sans qu'il y ait une personne ou un groupe de managers en charge de contrôler la croissance, si tu veux, de cette communauté interne. Et c'est de par ce fonctionnement-là et les process qu'on aura pensé qui permettront à ce fonctionnement de bien se dérouler qu'on pense pouvoir croître très rapidement comme ça. Donc à terme, si tu veux, l'objectif c'est d'être à 1000 membres en 2021. Et à mon avis, sur ces 1000 membres, si tu veux, t'auras peut-être entre 50 et 100 Français. T'auras peut-être du coup un groupe de Français Mangrove à Paris. T'en auras d'autres à San Francisco, d'autres à New York, à Berlin. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les 1000 membres de Mangrove, est-ce que le but c'est de représenter une sorte d'alternative aussi pour les étudiants? Par exemple, je vais être diplômé et je peux aller en banque, je peux aller en conseil, je peux aller, et je peux aussi aller chez Mangrove. Ouais, bah carrément, ouais. En gros, aujourd'hui, si tu veux, les deux options que t'as, c'est soit tu rejoins une entreprise parce que t'as le sentiment que t'as besoin d'apprendre et t'as besoin d'un cadre un peu sécurisant, ou tu vas monter ta boîte parce que t'as besoin davantage de liberté, t'as envie d'être autonome sur ton projet, etc. Tu vois. Et en fait, nous, on pense qu'on est en train de créer une structure qui rassemble ces deux avantages-là, c'est-à-dire une structure où tu peux être extrêmement autonome et l'idée tes projets comme tu l'entends, tout en faisant partie d'une organisation qui est là pour te permettre d'apprendre davantage, de collaborer avec des mecs qui partagent ton état d'esprit, tes valeurs et qui ont des compétences extrêmement fortes dans des thématiques qui t'intéressent pour apprendre en fait aussi et croître personnellement, tu vois. Ok. Du coup, avec tous ces projets, ça ressemble à quoi une semaine d'Adrien Moncoudiol? Une semaine d'Adrien Moncoudiol. Alors en général, je vais bosser 2 ou 3 jours pour des startups qui m'intéressent. Donc là, j'ai bossé pendant 3 mois pour Epiderm, qui est une application mobile qui permet à n'importe qui dans le monde d'avoir accès directement à un dermatologue en envoyant des photos, et après il y a un chat interne. J'ai bossé de manière très ponctuelle pour d'autres startups, c'est-à-dire que parfois je vais faire des missions d'une journée ou de 2 journées pour
pour des startups qui font des outils marketing, des trucs qui m'intéressent, des applications mobiles que je trouve cool. Donc ça me prend 2-3 jours par semaine en général. Après, je vais passer du temps également sur mon projet interne du coup à l'organisation Base Impact qui est Data for Good, cette communauté du coup de data scientists, des mecs ultra qualifiés qui vont passer 5 à 10 heures par semaine pour développer des projets tech à impact social, et c'est des projets à chaque fois géniaux et moi je suis super content de contribuer à leur développement. Ça me prend 1 à 2 jours par semaine en général, et après le reste du temps c'est 100% Mangrove où voilà on va préparer la retraite. Là on est à peu près préparer la retraite, on est en train de préparer la formation à Berlin cet été, et on développe aussi des projets ensemble. Donc là, avec Fyodor qui est un Mangrove friend, et Maxime, on a un projet qui vise à étudier le produit, les stratégies de croissance d'applications mobiles qui nous intéressent pour éventuellement travailler avec elles par la suite. Ça s'appelle comment? Appenbox. Appenbox, c'est ça? Ouais, exactement. Et alors, vas-y, dernière question et après on remballe. Yes. Est-ce que t'as un bouquin que tu penses que tout le monde devrait lire? Un truc qui a vraiment impacté ta vie? Ça, c'est ma question de Tim Ferriss. Ouais. Alors, moi, j'ai adoré un bouquin, je pense, qui a changé ma vie, c'est vraiment Le mythe de Sisyphe de Camus, que j'ai lu quand j'étais en prépa, sur la manière d'approcher ta vie, et en général, enfin, de manière plus large, c'est tout le courant de l'existentialisme qui m'a, à mon avis, énormément influencé. Donc, lisez Le mythe de Sisyphe, et un bouquin qu'on souhaite démarrer dans l'écosystème des startups, c'est de Lean Startup, en fait. C'est-à-dire que c'est le bouquin qui te fait tout désapprendre sur ce qu'on t'a transmis pendant c'est là, Running Lean qui est encore mieux que celui-là, presque. Running Lean? Ouais. Je l'ai pas lu. Qui est plus simplifié. Enfin bref, c'est tout le mouvement du Lean. Il y a Lean Analytics aussi qui est génial. Mais en tout cas, c'est ce mindset d'arrêter de vouloir faire des plans 3 ans à l'avance pour le développement de sa boîte, et d'être beaucoup plus dans l'expérimentation, le prototypage. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris, quoi. Ouais, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Ok, merci beaucoup, Adrien. Comment on fait pour, si on veut te trouver toi ou trouver Mangrove? Pour me trouver moi, contactez-moi sur Twitter, c'est @AdrienM. Et pour rencontrer Mangrove, venez à nos apéros mensuels, les monthly meetings, que vous découvrirez via notre page Facebook Mangrove, ou sinon envoyez-nous un email à hello@meetmangrove.com. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu. Merci Anto. Bonne journée, ou bonsoir, on s'en fout en fait. Salut. Ciao.